Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL. Des questions importantes retenant l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer. L'actualité dans le pays reste encore ce matin dominée par la sortie de M. Vital Kamerhe de la prison lorsqu'on est régime de lutte contre la corruption et que l'on sort un homme qui a été condamné pour détournement et corruption. Est-ce normal? On va en parler dans cette édition. On reviendra également sur d'autres questions importantes d'actualité, notamment la présence de l'armée ougandaise sur les sols congolais ou d'autres questions. Un invité avec moi sur ce plateau, c'est M. Sélé Kanangila. Monsieur Kanangila, bonjour. Bonjour, CPL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien journaliste, je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes porte-parole des CNC, parti cher à M. Plus Mouabil Mbayumukala. Comment se porte le parti et comment se porte son autorité morale? Merci beaucoup, Pero Loira, pour la question. Je vais revenir sur la santé de notre parti, mais permettez-moi de dire un mot sur ce débat que j'ai vu dans les réseaux sociaux autour du pasteur Paul Mukendi. Je ne sais pas si vous les connaissez. Paul Mukendi du Canada. Bien sûr, bon, c'est un Congolais, c'est vrai qu'il a au Canada. Condamné à 8 ans de prison, c'est un fugitif parce qu'il a refusé d'aller en prison. Non, mais c'est ce qui se raconte. Voilà pourquoi nous avons cherché l'information. Nous sommes entrés en contact avec certains journalistes canadiens parce qu'on voulait comprendre un peu l'affaire. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais dire aux Congolais que le pasteur Paul Mukendi est un fidèle serviteur de l'Éternel, un pasteur intègre qui n'a rien fait de tout ce qu'on lui reproche parce qu'on dit de lui qu'il a violé une fille. Mukendi est arrivé au Canada en 2003 alors que la fille a continué à dire dans tous les médias canadiens et même lors des différentes audiences qu'elle a été violée en 2001 alors qu'en 2001 le pasteur n'était pas encore au Canada. Le vrai problème du pasteur Paul Mukendi, c'est de s'être levé contre l'homosexualité au Canada. Vous savez qu'avec ce que vous appelez l'évolution du monde aujourd'hui, les mariages pour tous devient une affaire normale. Et donc cet homme trop écouté au Canada, je vous rappelle qu'il fait partie de rares pasteurs noirs au Canada qui, lorsqu'il parle à la télévision, tout le monde écoute. Et donc c'est quand il développe un message contre l'homosexualité au Canada, il est tout de suite interpellé par certaines autorités qui lui demandaient de fermer sa bouche sur ce sujet moyennant quelques billets des banques. L'homme a dit non à cette sollicitation. C'est comme ça qu'on va boutiquer cette affaire du viol qui n'était pas vrai. Ce que vous voulez, Paul Mukendi est condamné à 8 ans. Je vous dis... Il a été condamné en première instance. Il est allé en appel, le juge d'appel a confirmé la condamnation et il a le statut d'un fugitif. Au moment où toi et moi on parle. Je vous dis que c'est un fugitif qui a refusé de faire d'aller en prison alors qu'il a été condamné. Je suis en train de vous donner les informations concernant l'homme. Je vous dis que tout ce que vous avez appris comme procès, comme dossier, les dossiers lui-même, il est vide. Le pasteur a juste payé le fait de s'être levé contre l'homosexualité. Non mais le pasteur est condamné. S'il vous plaît, le pasteur... Vous mettez sur la table, allons-y, non, cher ami? Allons-y, moi je suis bien placé pour parler. Le pasteur est condamné. Mais comment on va condamner quelqu'un pour les faits qu'il n'a pas commis? Je vous donne un fait. Mais on lui a dit de se défendre. Il s'est défendu et le juge, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Celui d'appel a confirmé, monsieur. Comment vous venez de défendre un fugitif, s'il vous plaît? Comment vous parlez de la condamnation pour viol commis en 2001 alors que celui qui est accusé, présenté comme auteur du viol, n'est arrivé sur les sols canadiens qu'en 2003. À ce moment-là, on parle de quoi? Parce qu'il n'a jamais eu viol. Je vous dis que le dossier a été monté de toutes pièces. J'ai regardé quelques audiences, quelques vidéos sur les quelques audiences que j'ai eu à regarder. Même si on finit cette émission, je peux vous balancer une vidéo dans laquelle la fille dit avoir été violée en 2001. Alors qu'en 2001, le pasteur n'était pas encore au Canada. Et donc, pour finir, j'aimerais vous dire qu'il s'agit d'un montage.
il s'agit d'un dossier vide, il s'agit d'un règlement des comptes, il s'agit des dispositions prises pour fermer la bouche de celui qui est resté fidèle à l'appel, resté fidèle au contrat, à son contrat avec le Seigneur, parce que Paul Mukendi, ce n'est pas du genre vous êtes partenaire dans mon église, vous me venez en aide, lorsque vous péchez, je ferme les yeux non plus. L'homme s'est levé contre tous ceux qui... Non, c'est pas un violeur, je défends ici. Non, je vous dis... Moi, je vous donne les éléments. Vous êtes dans les faits. Je ne défends pas un violeur. Il y a un arrêt rendu en fait jugé comment vous un violeur. S'il vous plaît, non, c'est pas un violeur. La justice canadienne l'a déclaré comme ça. Mais je vous dis que dans l'appareil judiciaire canadien, il y a certains avocats, il y a certains juges, certains magistrats qui lui ont avoué que les dossiers étaient un montage et que tout ce qui était en train d'être raconté était un pur mensonge. Et donc au jour d'aujourd'hui, vous ne croyez pas à la justice canadienne? Non, je veux croire à... On critique la nôtre si vous pensez que les Canadiens ne sont pas ici, moi je vous donne les faits. Je vous dis que le pasteur est arrivé en 2003 alors que la fille a dit être violée, avoir été violée en 2000. Donc ça ne fait pas sérieux. Et donc le véritable péché qu'a commis M. Paul Mukendi au Canada, c'est de s'être levé contre l'homosexualité. Mais je rappelle que même ici au Congo, il y a un député qui a initié une proposition de loi contre l'homosexualité. Et donc aujourd'hui, le pasteur Paul Mukendi est ici dans son pays où il est d'ailleurs resté fidèle à sa mission. C'est d'ailleurs pour ça qu'il organise une conférence biblique autour du thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Or, l'homosexualité, c'est du siècle présent. Et donc, ça sera à Chobès le 16, le 17 et le 18. Et le but seront gratuits pour tous ces enfants de Dieu qui voudraient avoir écouté l'évangile pur, l'évangile basé sur la sainteté. Et donc, recevoir comme les Canadiens, parce que je rappelle que Paul Mukendi a été d'une grande bénédiction pour les hommes et femmes canadiens. C'est un innocent. On va aller sur le message de ces violeurs. On sera là, non, ce n'est pas un violeur. Il n'a jamais violé. On va aller sur la prédication de ces violeurs-là, selon la justice. J'ai fini par là. Il y a un autre groupe des homosexuels qui ont voulu porter cette affaire, mais ils ont tout de suite été mis devant leurs responsabilités. Ils ont compris qu'ils ont affaire à un homme de Dieu intègre. J'ai eu quelques amis canadiens. Vous m'avez présenté comme ancien journaliste. Ça veut dire que j'ai quand même des contacts, j'ai de relations avec certains confrères canadiens qui m'ont avoué que Mukendi est un homme intègre. Et donc j'encourage les Quinois à aller à Chobeuze les 16, les 17 et les 18 pour écouter l'évangile pur. Revenons sur la question que je posais. Comment va plus Mwabilou? Le Congrès national congolais, notre parti politique, le parti républicain, le parti qui prône une gouvernance axée sur l'intérêt général, le parti qui place l'homme au centre de toutes les actions, le parti qui pense qu'on ne peut pas développer une nation si l'homme lui-même n'est pas développé. Voilà pourquoi notre parti, notre autorité morale et nous-mêmes pensons que pour développer le Congo, il faut d'abord développer l'homme congolais. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que l'homme congolais aille à l'école parce que c'est quand il a étudié qu'il peut avoir les idées pour développer son pays. Il doit avoir du travail parce que quand il est bien rémunéré, il pensera au développement de son pays. Il doit avoir... le moyen pour son déplacement, pour s'habiller. Et donc, notre parti se prépare, se porte d'abord bien. Son autorité morale, son excellence Pius Mwabilou aussi se porte à merveille. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer parce que nous voulons qu'en 2023, le CNC puisse jouer son premier rôle, puisse avoir son mot à dire dans différentes institutions. Mais comme je l'ai dit, le CNC aura les candidats à tous les niveaux, notamment à la présidentielle. Et notre candidat pour l'élection présidentielle s'appellera Félix Antoine Tshisekedi. Je sais que c'est une question embarrassante que vous n'aimez pas quand je l'aborde. Vous parlez d'un parti qui place l'homme à la tête, alors que l'autorité morale engage les mères des familles, les pères de famille, et ils ne le payent pas. À la RTGA, à l'heure où nous parlons, j'ai reçu une délégation des gens de la RTGA, peut-être qu'on fera une émission demain. Mon cher frère, ça fait 36 mois d'arriérés des salaires. 36 mois. Ça fait 3 mois que M. Pius Mwabilou, autorité morale de votre parti, engage mes confrères. 36 mois d'arriérés des salaires. Avant-hier, il a payé 1 mois sur les 36 mois. Et vous connaissez combien il paye? Le journaliste touche 80 000 francs, 90 000 francs. Mais ça fait 36 mois. Comment vous pouvez vanter un parti politique avec un homme, soi-disant, qui place l'intérêt de l'individu au devant de la scène, alors que ça fait 3 ans qu'il emploie les gens qui ne les payent pas? Alors, cette question me fait rire un peu parce que
Je comprends peut-être que vous connaissez l'homme de loin. J'ai toujours du mal à parler des individus, mais là, vous m'y poussez, je n'ai pas de choix. Je commence par rappeler ici que le groupe de presse L'Avenir fait partie des rares groupes de presse au Congo qui payent les journalistes. Je suis journaliste, hein. Je suis en face du journaliste. Je parle sur beaucoup d'amis là-bas. Ça fait 36 mois. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Laissez-moi poser la question. Est-ce que je peux répondre? Je disais que le groupe de presse L'Avenir fait partie des rares groupes qui payent mieux les journalistes en RDC et précisément à Kinshasa. Les journalistes et qui payent par voie bancaire. Est-ce que vous savez que vous parlez à un ancien journaliste de RTGA? 80 000 francs. Est-ce que vous savez que vous parlez à un ancien journaliste de RTGA? Et donc, tout ce qui vous a été raconté, c'est juste un mensonge. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Je sais. Non, mais vous avez soulevé la question. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. On va vous l'appliquer là-bas. Je dois quand même vous donner les éléments. Je vous dis, non. Je vous dis ici, vous parlez à un ancien journaliste de RTGA. Je rappelle ici que la RTGA, c'est le seul média que lorsqu'on n'arrive pas à payer à la date prévue, fait un communiqué pour s'excuser. Ça, c'est des choses que j'ai... Donc, ça fait 36 communiqués. Non. Ça fait pas Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire de la situation de la RTGA une situation exceptionnelle, alors qu'elle est presque générale aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me citer un seul média qui a payé ses agents ces 5 derniers mois? CEPEL. Je vais vérifier. Je vais vous dire quoi. Toutes les entreprises du monde... S'il vous plaît. Toutes les entreprises du monde ont connu des problèmes à cause de la Covid. Toutes les économies du monde, même des États sérieux, ont connu des problèmes. Pourquoi lorsqu'il y a des petits problèmes à la RTGA, ça doit faire objet de débats dans vos différents plateaux? C'est là qu'il y a l'intention justement de nuire à un homme. Je rappelle ici qu'Epius Mobile dont vous parlez est resté fidèle à la philosophie de ce qu'il prône. L'homme au centre de l'intérêt, c'est comme ça qu'il a déployer pas mal d'efforts lorsqu'il y a eu des petits problèmes à la RTGA pour décanter la situation. Et je vous rappelle que la situation est presque décantée. L'information qui vous a été donnée avant-hier, elle est fausse parce que... Ils ont été payés avant-hier un mois sur les 36 mois. Mais là, ils ont été à justice. Je vous donne l'information. Leur avocat a été saisi. L'information qui vous a été donnée, elle est fausse parce que les discussions avaient été engagés entre les agents et l'employeur pour que certaines situations difficiles qui ont été enregistrées dans l'entreprise puissent être résolues. Et ça sera résolu pour combien de mois? Non, mais moi je vous parle de 36 mois. Je vous retrouve une question. Je vous retourne une question. Le salaire, il a un caractère alimentaire. Expliquez-moi comment quelqu'un peut faire 36 mois sans salaire et continuer à aller au boulot. Dites-moi. Non, mais moi je vous repose la question. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a du mensonge. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous, s'il vous plaît. Non. Je dis que s'il y a une situation... Ils sont à combien? S'il vous plaît. Perrault, vous m'avez parlé de 36 mois. Je vous dis tout de suite que c'est du mensonge. Et je vous donne un fait. Comment vous expliquez que quelqu'un qui n'est pas payé pendant 36 mois continue à aller au boulot? Il faut me demander. Il part au boulot avec moi. Il faut me demander. J'étais président de la délégation syndical de la chaîne de Jeannette Kabila. 16 mois d'arriéré de salaire quand j'ai quitté là-bas. C'est par amour à ce travail. C'est par passion pour ce travail. C'est pas par amour. Moi, je connais des confrères qui faisaient le pied pour venir. Et puis c'est par manque. S'il vous plaît. On s'est dit, il vaut bien la fin de Kaka en attendant. Alors, pour le cas des RTGA, vous parlez d'un ancien je vais vous donner la délégation syndicale. Bon, parlons politique. Tous les médias ici, il y a des problèmes. Pourquoi les petits problèmes de la RTGA font l'objet de vos débats? Parlons politique pour... on a vérifiez vos informations. Vos informations sont fausses. Je rappelle ici, les amis, qu'à la RTGA, ça fait 36 mois de salaire. C'est faux. C'est faux. Il y a 3 jours, 1 mois. C'est faux. Et les salaires en vous n'avez pas. À la RTGA, non. À la RTGA, on ne paye pas. On ne paye pas ce montant-là. Je ne peux pas quand même ici me permettre de dévaler. Non, s'il vous plaît. Le salaire, il est secret. Je connais combien touche chaque agent de RTGA. Je suis enfant de cette maison-là. Vous m'avez présenté comme ancien journaliste de RTGA. Et donc, toutes les informations qui vous ont été données sont fausses, mais j'aimerais, après cette émission, je vais vous montrer les bulletins de paye d'un seul agent de RTGA. On va vous lapider là-bas pour rien. Alors, la politique, c'est quand même cette affaire de vous aimez la sortie de M. Vital Kamerhe. Vous êtes dans l'union sacrée.
Vous présentez le président Tshisekedi comme un champion de la lutte contre la corruption. Mais comment expliquez-vous que cet homme, qui se vend dans la peau d'un combattant de la lutte contre la corruption, contre les détournements, décide de libérer certaines personnes condamnées par la justice congolaise sur base des détournements? Je parle notamment des DG de l'OVD, des DG des Sokos qui ont bénéficié des grâces présidentielles. Et comment interprétez-vous la sortie de M. Vital Kamerhe? Merci beaucoup. J'ai vu les débats que cette liberté provisoire accordée à M. Kamerhe a créé dans les réseaux sociaux. Je note ici que lorsque M. Kamerhe est arrêté, il y a les gens qui ont dit dans ce pays que c'est Tshisekedi qui était en train de se débarrasser de son adversaire de 2023. J'ai conclu ici que les Congolais ne sont pas honnêtes parce que j'ai même réalisé que tout ce qu'il y a eu comme message de compassion et d'amour à Kamerhe, normalement, ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la compassion non plus. C'est des gens qui avaient une intention, celle, n'est-ce pas, d'incriminer M. Tshisekedi, qu'ils ont présenté comme étant quelqu'un qui tenait, coûte que coûte, à envoyer M. Kamerhe en prison. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ici, je parle sous le contrôle de tous ceux qui ont fait les droits. Le juge a deux éléments sur lesquels il se base pour rendre son jugement. Le premier élément, c'est la loi. Le deuxième élément, on parle de sa conviction. C'est-à-dire que, après avoir consulté ce que dit la loi, le juge est mis devant ses responsabilités et peut donc faire appel à sa conviction en vue de prendre des décisions. Je note ici également que les gens ont du mal à comprendre l'état des droits. L'état des droits, je l'ai toujours défini comme étant une société dans laquelle la loi est au-dessus de tout le monde. Et l'état des droits veut aussi dire la séparation de pouvoir. Je note que le pouvoir judiciaire qui avait condamné Kamerhe est revenu en charge. Non pas pour lever la condamnation de M. Kamerhe, non pas pour acquitter M. Kamerhe, non pas pour innocenter M. Kamerhe, mais la Cour de cassation accorde une liberté provisoire à M. Kamerhe sur base de l'article 45 de la loi qui organise le fonctionnement de la Cour de cassation. Pour moi, il s'agit d'une juridiction qui a fait son travail. Je note que M. Kamerhe avait plus d'une fois demandé cette liberté provisoire sans succès. Et si les juges de la Cour de cassation ont, après avoir consulté les lois du pays et poussé par leur conviction, comme la conviction du juge intervient aussi dans la prise de décision, ont levé l'option de lui accorder cette liberté provisoire, pour moi, ça fait partie du fonctionnement normal des institutions. Il n'y a aucune institution qui a donné injonction à une autre. Si la Cour de cassation estime que M. Kamerhe peut bénéficier de cette liberté provisoire, c'est même ça l'état des droits. Moi, j'ai l'impression que les gens pensent que dans l'état des droits, il n'y a que les uns qui ont le devoir et pas les autres. Non. Autant vous avez les droits dans l'état des droits, vous avez aussi les devoirs. Et vous n'êtes pas gêné, comme certains combattants de l'UDPS, de voir M. Kamerhe, sur qui pèse quand même des soupçons des 57 millions de dollars américains dans l'affaire 100 jours volés, maison préfabriquée, être derrière vous. En tant que monsieur tout le monde, ça me gêne. Parce que j'entends quand même la somme, elle est colossale. C'est 56 millions de dollars. Mais lorsque je consulte les lois, j'ai lisé par exemple l'article 47 que j'évoquais tout à l'heure, sur base de laquelle la liberté provisoire a été accordée à M. Kamerhe, je pense que la Cour de cassation a agi dans le cadre de ses prérogatives. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à l'ordonnance de cette liberté provisoire. J'aurais voulu entrer en contact avec l'ordonnance pour que je vérifie si ce qui est prévu à l'article 45 de la loi qui organise les fonctionnements de la Cour est organisé en termes des conditions dans lesquelles cette liberté, cette période de la liberté provisoire va se dérouler. Et donc, pour moi, le pouvoir judiciaire a fait son travail. Nous avons la chance d'avoir un président qui n'interfère pas, qui ne donne pas les ordres, qui ne donne pas d'injonction. Si la Cour de cassation estime que M. Kamerhe, pour les raisons qui sont évoquées dans cette ordonnance, peut bénéficier de cette liberté provisoire, qui est Tshisekedi, pour appeler les juges de la Cour et leur intimer l'ordre, d'autant plus que cela va violer l'état des droits. Non, mais Tshisekedi, c'est lui le président de la République, c'est lui le magistrat suprême, c'est lui qui aussi a fait libérer certains condamnés pour détournement. J'évoque ici les cas de M. Makabouza, DG des Sokok, j'évoque ici les cas de Benjamin Wenga, DG de l'Office de Voirie. Ces deux-là sont sortis sur base des grâces présidentielles. J'évoque ici Willy Bakonga, qui se trouve, je ne sais pas moi, en Suède ou en Autriche. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire que le matin, nous dire
que je suis là pour lutter contre la corruption. Le soir, on signe des ordonnances de grâce présidentielle pour sortir les gens condamnés pour détournement et corruption. Vous savez, lorsque je crois que vous avez suivi la sortie médiatique du président Tshisekedi, je crois, à Goma, sur M. Kamere, il parlait en tant qu'individu. Parce que je note ici, comme je vous l'ai dit dans mon introduction ici, que je connais même certaines figures que je connais personnellement, que j'ai vues dans différents plateaux faire passer l'arrestation des caméras comme étant une technique utilisée par Tshisekedi pour envoyer au garage un adversaire politique. Changer aujourd'hui, commencer à dire que Tshisekedi n'a joué aucun rôle. Tshisekedi est une institution en tant que président de la République qui fait partie de l'exécutif, du pouvoir exécutif, parce qu'il est le chef de l'exécutif, effectivement. Maintenant, Kamere a eu un problème avec le pouvoir judiciaire qui l'a condamné et qui a plus d'une fois refusé de lui accorder la liberté provisoire. Pourquoi lorsque toutes ces juridictions ont refusé de lui accorder cette liberté provisoire, ont pris cette décision, la population n'a pas accusé Tshisekedi d'avoir refusé de donner la liberté provisoire à Kamere? Pourquoi aujourd'hui que les mêmes juridictions, parce que je note que quand elles ont refusé de lui accorder la liberté provisoire, je ne sais pas si elles étaient aux ordres de qui. Et si aujourd'hui, sur base de leur loi, estime que M. Kamere, pour telle raison ou pour telle autre raison, peut bénéficier de cette liberté provisoire, dans la société normale, tout le monde allait se taire, d'autant plus que, comme je l'ai dit, M. Kamere n'a pas été innocenté, il n'a pas été acquitté non plus, il est plutôt sous le régime de la liberté provisoire, et vous êtes juriste, vous savez que pendant la liberté provisoire, il y a des choses que la personne concernée ne peut pas poser comme acte. C'est pour ça que j'ai dit, j'aurais voulu entrer en contact avec l'ordonnance pour vérifier si, dans le cadre de l'article 45 de la loi qui organise le fonctionnement de la Cour de cassation, toutes ces conditions ont été posées. Je parle de Makabouza, je parle de Ouinga. Non, mais ceux-là sont sortis avec la bénédiction de M. Tshisekedi lui-même. Parce qu'ils sont bénéficiaires des grâces présidentielles alors qu'ils ont été condamnés. Vous savez que dans ce pays, moi je vous ai toujours dit, lorsque vous voulez dresser le bilan de quelqu'un, partez de ce qu'il trouve. Tshisekedi trouve quel système? Il trouve un système corrompu. Aujourd'hui, moi je suis content qu'on parle de détournement, qu'on sache que tel ou tel autre a détourné. Mais il y a 18 ans dans ce pays, les détournements étaient érigés en mode de gestion, on n'en parlait pas. C'est facile. Donc c'est grâce. Non, mais j'ai les déjà partis. S'il vous plaît, non, je ne parle pas. Non, s'il vous plaît, moi je ne parle pas du diable. Moi je vous peins le tableau. Et c'est des choses que vous connaissez. Aujourd'hui, nous avons la chance de savoir que il y a des gens qui utilisaient par exemple des cartes Visa. Les cartes Visa n'ont pas commencé avec Tshisekedi. Pourquoi nous l'avons su? C'est parce que Tshisekedi nous a imprimé cette gestion-là basée sur la transparence. Aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous avons la chance, je veux dire une grande chance de comprendre que tel projet ou tel autre projet, il y a eu des détournements. C'est des choses qui ont toujours existé, mais qui n'ont pas été révélées à la population parce que les histoires se faisaient en cache-cache. En 2017, la présidente de la République a enregistré un dépassement budgétaire allant jusqu'à plus de 105%. On en a moins parlé parce que tout était opaque. Et donc aujourd'hui, nous avons cette chance-là, au nom de l'état des droits et de la transparence dans la gestion, de savoir qu'à la présidence, il y a eu dépassement. Une pratique que personnellement, je ne peux pas encourager. Mais j'ai toujours dit que le dépassement n'est pas un détournement. Absolument pas. Et donc, moi je me dis que nous avons la chance aujourd'hui en tant que Congolais d'avoir accès à la vraie information. Aujourd'hui, chaque Congolais est en mesure de nous décrire les fonctionnements de la présidence, de nous décrire les fonctionnements du Parlement, de nous décrire les fonctionnements, même la situation liée à la liberté provisoire ou à la libération des gens. C'est des choses qui ont existé. Aujourd'hui, nous avons cette chance-là et je pense que si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, nous ne devons que... Ne me racontez pas sur la question. Je parle de Benjamin Olaï de Sokok, des condamnés pour détournement qui sortent des suites d'une grâce présidentielle. Mais vous savez, signé par le président. Vous savez bien, ce n'est pas contradictoire. S'il vous plaît. Avec le comportement d'un homme qui veut se faire passer pour un combattant de la lutte contre la corruption, mais qui après signe des ordonnances pour libérer des personnes condamnées pour corruption et détournement. Vous connaissez les conditions dans lesquelles toutes ces personnes que vous citez se sont retrouvées d'ailleurs. Vous êtes journaliste. Vous savez qu'il y a des noms qui ont été insérés, notamment... Même quand vous fouinez dans ce qui s'est passé avec Kamere, on vous dit que tel nom ne devrait pas se retrouver, que tel autre nom ne devrait pas se retrouver. C'est pour ça que je me dis, le système
S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que la chance que nous avons, c'est d'avoir le président Tshisekedi qui est plus que déterminé à mettre fin à toute cette impunité-là. Mais il faut voir maintenant d'où nous sortons et à quel point le mal était profond. Ce n'est pas au bout de 3 ans que Tshisekedi va tout déraciner, mais les quelques actions qu'il a menées jusqu'ici rassurent de sa volonté à aller jusqu'au bout. Et donc, ça, c'est la chance que nous avons. Des faux pas, les gens peuvent toujours les marquer. Ça, c'est une évidence. De petits problèmes, on en aura toujours. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas demander à Tshisekedi de mettre tout de suite fin à la corruption qui s'est vraiment enracinée au point que quand vous allez, ces gens-là, ils ont des tuyaux, ils ont des réseaux dans différentes institutions. Vous avez appris, par exemple, l'interpellation de leur donateur récemment. Et donc, c'est tout un réseau. Maintenant, il faut du temps, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut de la volonté. C'est ce qui caractérise le président Tshisekedi, et nous avons foi que réellement Tshisekedi laissera ce Congo où il fera beau vivre, où on ne va pas détourner, où on ne va pas voler l'argent, où on ne va pas s'insulter en longueur de journée, où on ne va pas parler de Kabila ou de Tshisekedi comme si on parlait de nos amis, où on ne va pas... On aura cette société-là normale, et il est plus que déterminé. Les quelques actions qu'il a posées les prouvent suffisamment. Vous répondez comment à un député comme Molière qui dit qu'en 3 ans, le clan Tshisekedi a détourné plus que Kabila en 18 ans? Non, je pense qu'il n'a pas assez d'informations. J'ai un grand respect pour lui-même, mais je note qu'il fait partie des députés qui font de la comédie à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si lui-même, depuis qu'il est là, ce qu'il a fait comme parlementaire. Il passe tout son temps à raconter, à faire du théâtre dans des réseaux sociaux. Dans une société normale, ça c'est mon point de vue, j'ai toujours dit que Molière ne mérite pas d'être député. J'ai toujours dit ça. Donc, quand il dit que... Non, c'est pas ça. Il a détourné 3 ans plus que Kabila en 18 ans, vous dites quoi? Il a menti. Moi, j'aimerais... Un député de l'Union sacrée qui fréquente l'Union sacrée. Il a menti, et les connaissant, si vous lui tendez le micro demain, lui posant la même question, il va vous dire qu'il était en train de blaguer, comme il a fait une blague ici sur l'affaire de 15 000 $, ainsi de suite. Il l'a dit, après il s'est mis à rire, demain il a commencé à faire son show, son théâtre pour dire qu'il était en train de blaguer. En fait, tout ce qu'il lui dit, moi, excuse-moi, je ne prends pas ça au sérieux, parce qu'il m'a habitué à blaguer, à faire du théâtre, mais dans une société normale, je pense qu'il n'a pas un siège à l'Assemblée nationale. Parce que j'aurais voulu qu'en tant que député, qu'il vous dise, Perrault, ça fait 3 ans, regarde l'initiative que je prise, regarde tel membre du gouvernement que j'ai interpellé, regarde ma proposition de loi, qui est venir ici dire des choses dont il n'a peut-être pas de preuves aussi. Allons-y à autre chose qu'il a dit plutôt, c'est par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République, avec l'arrivée de l'armée ougandaise. Certains Congolais estiment que le président Tshisekedi, en autorisant aux Ougandais de rentrer chez nous, il donne un chèque à blanc à un pyromane qui veut se vendre dans la peau d'un sapeur-pompier. Comment avez-vous vu, comment comprenez-vous que l'Ouganda, qui encore pas longtemps ici, était dans le rang de nos ennemis, parce qu'il faut qu'on se le dise, dans ce qui arrive dans l'Est de la République, l'Ouganda est quand même responsable pour beaucoup. Comment expliquez-vous que notre président ouvre nos frontières pour que les pyromanes, qui a brûlé d'une certaine manière cette partie, rentrent et se présentent en sapeur-pompier aujourd'hui? Pérou Loira, le CNC avait communiqué à ce sujet. Je me rappelle du message qu'on avait posté dans les réseaux sociaux. Il faut commencer par avouer qu'aujourd'hui, nous avons un seul ennemi, le monde entier, les terroristes. Les terroristes est notre ennemi à nous tous, parce qu'ils frappent même dans les pays réputés mieux sécurisés au monde. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, les terroristes ont frappé à côté d'un stade en France où les chefs de l'État étaient en train de regarder le match. Vous avez suivi, il y a une semaine à Londres, les terroristes ont frappé. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous faisons face à un ennemi commun. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément ici, c'est qu'un seul pays au monde ne saura vaincre cet ennemi au regard de son mode opératoire. Il est dans la population, il s'est fait passer pour quelqu'un qui achète quelque chose dans la boutique, il s'est fait passer pour quelqu'un, pour un joueur, ainsi de suite. Donc, il nous est difficile pour un pays seul à vaincre cet ennemi. C'est quoi le péché que Tshisekedi commet s'il lève l'option, comme d'autres personnes, de mutualiser les forces afin de vaincre cet ennemi qui est les terroristes qui nous inquiètent nous tous? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les ADF
sont de rebelles d'origine ougandaise, mais basés malheureusement dans notre pays. Alors, le président ougandais a, pendant longtemps, pris à la légère la question des ADF parce qu'il pensait qu'il ne représentait pas une menace pour lui. Mais si aujourd'hui, il a levé l'option de venir faire avec nous pour vaincre ses ennemis, c'est à cause de ce qui s'est passé dans la capitale le 16 novembre 2021, où les ADF ont frappé en pleine capitale Kampala. Alors que si chez nous, on peut encore dire, écoutez, c'est la frontière, frappe à la frontière. Chez lui, ils ont frappé en pleine ville capitale. C'est comme ça qu'il comprend effectivement que la menace était sérieuse et qu'il y avait besoin, n'est-ce pas, de mutualiser nos forces pour qu'on mette fin à cette insécurité. Qu'est-ce qui s'est fait? Ce qui s'est fait, c'est que les ADF, à tout moment qu'ils attaquaient chez nous, ils trouvaient refuge en Ouganda. Et lorsqu'ils sont pourchassés de l'autre côté, ils trouvent refuge chez nous. C'est quoi le péché lorsqu'on dit, bon, écoutez, on les attaque ensemble. Comme ça, ils n'auront pas de refuge ni chez vous, ni chez nous, parce qu'ils constituent aujourd'hui une menace sérieuse pour notre sécurité à nous tous. Et donc, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun péché. Le besoin, il était plus que urgent. Et d'ailleurs, vous avez suivi certains élus de cette partie du pays qui sont d'accord avec cette initiative. Et je pense que vous avez l'idée sur ce qu'a été le travail de cette opération depuis qu'elle est lancée, les fruits. Et donc, jusqu'ici, moi, je pense que les choses avancent dans la bonne direction. Et l'option de nous mettre ensemble, comme il y en a dans presque tous les pays du monde, elle était salvatrice pour notre parti, le Congrès national congolais, tout comme pour la population congolaise. Vous faites venir l'Ouganda chez nous 5-6 mois après la mise en place de l'état des sièges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les discours où on nous disait qu'il y a des retombées, que l'état des sièges portait des fruits, c'était du mensonge. Est-ce pas la preuve que le président Tshisekedi, avec son état des sièges, a échoué? Le président Tshisekedi a enregistré, je vais dire, beaucoup de prouesses avec l'état des sièges. Je vous rappelle que pendant l'état des sièges, beaucoup de villages qui se trouvaient entre les mains de rebelles ont été reconquis, ce village-là. Pendant l'état des sièges, je note qu'on n'a pas encore mis fin à l'insécurité dans cette partie du pays, mais il y a eu beaucoup de pas qui ont été marqués dans la bonne direction. Mais comme j'ai toujours dit, ces gens-là, ils ont toujours un esprit revanchard, parce qu'ils ont vu en l'avènement de l'état des sièges la fin de leur COP. Je rappelle ici que dans ce qui se passe dans la partie est de notre pays, il y a beaucoup d'implications. Les implications internes tout comme externes. Perrault Louara, c'est pas quand même possible que vous veniez chez moi, je réalise que Perrault est en train de me ravir la proie et je vais garder, croiser les bras. Et donc, les quelques cas isolés d'insécurité qui ont été enregistrés, pour moi, je mets ça dans le panier de l'esprit, je vais dire, revanchard. Et donc, maintenant, l'état des sièges va poursuivre son... Non, mais l'état des sièges qui réussit, et pourtant, on se voit dans l'obligation, après l'état des sièges, de faire venir l'Ouganda chez nous. Je vous dis que l'état des sièges n'était pas la seule option pour mettre fin à l'insécurité dans ce pays. Le président Kabila a pris a levé beaucoup d'options ici. Il est allé en dialogue, il est allé l'option diplomatique, l'option même des guerres sur terrain. Il n'a pas réussi à pacifier la partie est de la RDC. Et donc l'état des sièges n'était pas la seule option. Et donc il y a d'autres options qui vont, n'est-ce pas, accompagner l'état des sièges, parce que je vous rappelle que la sécurité dans cette partie du pays fait partie de promesses phares du président Tshisekedi, et je pense qu'il est plus que préoccupé que quiconque, contrairement à ce que je vois certaines personnes raconter dans des réseaux sociaux et sur le plateau de télévision. Et donc la mutualisation des forces fait partie des stratégies mises en place pour qu'on arrive à la paix. Mais entre-temps, l'état des sièges est toujours là et les opérations, elles sont commandées, contrairement aux mensonges que j'ai lus dans les réseaux sociaux, par notre armée. Le fils Museveni ne gère que l'unité ougandaise qui est venue, n'est-ce pas, pour combattre à nos côtés. Le président de la République a dit que s'il ne ramenait pas la paix dans l'Est de la République, ça serait un échec pour son mandat. Donc il a conditionné la réussite de son mandat pour l'Est de la République. Alors, mais non. Vous ne pouvez pas dire qu'il a conditionné la réussite de son mandat par la situation dans l'Est. C'est ce qu'il a dit. Il faut plutôt dire que la situation de l'Est les préoccupe. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément maintenant, s'il vous plaît, je vais vous donner. Mais lorsque vous posez des questions, laissez-moi quand même répondre. Ça veut dire qu'il aura échoué dans son mandat. Donc c'est un mandat qui échoue déjà. Ce que je vais vous dire, non, vous ne pouvez pas résumer un mandat
par un seul aspect. Non, le président fait une erreur. Non, je ne vais pas verser dans vos affirmations gratuites. Oh là là. Moi, je note ici que depuis que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, beaucoup de choses ont évolué positivement. Beaucoup de choses ont évolué positivement. Et donc, aujourd'hui, la situation de l'Est, elle fait partie, n'est-ce pas, des dossiers très importants auxquels le président Tshisekedi doit trouver solution. Et nous ne les disons pas parce qu'on veut les dédonner. Il a des promesses qu'il a faites aux Congolais, mais nous réalisons ici que jusque-là, il est dans la bonne direction et qu'il il avance pas mal dans le cadre de ces promesses-là. Ok, il y a des promesses, il en a fait beaucoup. Hein. Il a aussi dit qu'il fera du Congo l'Allemagne. Il en a réalisé aussi beaucoup. Il a dit qu'il fera de nous l'Allemagne. Mais il en a réalisé aussi beaucoup les promesses. Là, vous n'en parlez pas. Est-ce que nous sommes déjà arrivés même à la Tchécoslovaquie? Non, vous dites qu'il en a fait beaucoup, je suis d'accord. Mais il en a aussi réalisé beaucoup. Si vous voulez, on peut revenir sur quelques-unes de ces promesses qui ont été réalisées. Lesquelles? La gratuité qui est enlevée de la Constitution et qui a été amenée dans les écoles. Il y a gratuité dans le pays? Avec tout ce problème, il y a les écoles où les enfants n'étudient pas. Il y a eu récemment la réforme, s'il vous plaît. La qualité de l'enseignement qui baisse. La réforme sur la retraite en France, il y a eu des problèmes. Qui vous dit qu'à travers le monde, lorsqu'il y a eu une réforme, ça passe comme il est déposé à la poste? Ce que j'ai dit pour la sécurité dans l'Est, je peux le dire également pour la gratuité. Vous savez combien de gens bouffaient l'argent sur les têtes des élèves? Et vous pensez que ces gens-là vont rester croix brasés parce que M. Tshisekedi a amené la gratuité? Mais ce qui compte, c'est que dans cette douleur-là, nous avons atterri pour la première aventure. Et nous sommes en train d'y aller mollo pour la deuxième aventure. Je rappelle que pour la première aventure, alors qu'on était pendant la phase expérimentale, 4 millions d'enfants sont allés étudier. Je suppose que cette année, on en aura plus. Ne pensez pas que la réforme va passer comme une lettre à la poste. Il y a toujours des gens qui vont s'y opposer parce que voyant leur pain partir, mais nous sommes dans la dynamique telle qu'on ait du pain pour tout le monde au lieu que ça soit réservé à une classe de personnes. C'est comme ça que quand ils trouvent en 2018 un enseignant avec 92%, aujourd'hui il a 375 000 de salaire. On ne dit pas que c'est assez. On dit que c'est peu, parce qu'avec 375 000 $, l'enseignant ne peut pas subvenir à tous ses besoins. Mais nous, j'ai dit 375 000 francs congolais. Il est parti de 92 000 à 375 000. Nous ne disons pas que c'est assez, mais nous constatons qu'un pas a été marqué. Et nous plaidons pour que la situation aille d'amélioration en amélioration. Mais nous dire qu'il n'a rien fait, ça c'est faux, parce que quand il arrive, Transco créé en 2013 avec 500 bus, il trouve Transco avec 60 bus, dont les autres en panne dans la résidence de quelqu'un vers la Tchangou là-bas. Dans moins de 2 ans, Transco a aujourd'hui plus de 400 bus. Ce sont les commandes vous allez là. Non, s'il vous plaît. Ce débat-là, non, écoutez, est-ce que vous aviez suivi les discours du ministre de Transport lors de la mise en circulation de ce bus? Il a circonscrit les temps pendant lesquels la commande a été faite. Ce n'était pas Soutibala, c'est Yulun Kamba. Et donc ça, c'est des discours que vous développez dans l'opinion parce que vous voulez la désorienter. Qu'est-ce que Tshisekedi fait de mal quand il arrive à la SNCC? Il trouve une société où il n'y a même pas d'instruments de production. Entre-temps, les employés ont des arriérés des salaires. Est-ce qu'il commet un péché quand il dit commençons par le commencement, c'est-à-dire achetons l'outil de production, parce que de la production, nous allons payer les agents? Vous pouvez ou ne pas l'aimer, vous réaliserez qu'il y a eu beaucoup de bons pas qui ont été marqués, mais nous disons qu'il y a beaucoup à faire. Mais comme je vous ai toujours dit, lorsque vous voulez juger quelqu'un, il faut partir de ce qu'il trouve. Il trouve quoi quand il arrive? Biden arrive, il prend un pays où les taux de chômage c'est inférieur, tout est bon. Tout ce qu'on a reproché à son prédécesseur, c'est la mauvaise gestion des Covid. Il prend tout l'argent, il affecte là-bas. Mais quand il trouve ici, il trouve Transco avec 60 bus. SNCC, n'en parlons pas. SCTP, tout est par terre. Vous voulez qu'il fasse quelle magie? Il commence par le commencement. Et aujourd'hui, il fait pratiquement un double travail. Il pose la fondation en même temps qu'il élève les murs. Et la population sait. Voilà pourquoi tous vos messages que vous avez distillés ici, la population vous a montré le contraire. Tout ce que vous avez vu comme débat ici, j'ai toujours dit, et j'aimerais un débat avec n'importe quel représentant de l'opposition. Les gens savent qu'au regard de ces débuts triomphal de Tshisekedi, en 2023, personne ne peut le battre. Personne ne peut le battre. C'est comme ça que maintenant, il faut étaler les lits de la contestation avec le bloc patriotique qui est mort-né. Aujourd'hui, je vais demander à mon aîné Papi Tamba ce qu'il en est, parce que j'ai vu lors de la dernière marche, Popol se plaindre que les amis du PPRD ne partent jamais à la marche.
c'était quand même désolant. Bien sûr, je l'ai vu se plaindre. Il était vraiment mécontent de cette affaire. Et donc, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont marché et tout le monde s'est cassé au regard de ce qu'il a fait, au regard des conditions dans lesquelles, de l'état plutôt dans lequel il a trouvé le pays, à une élection transparente, crédible, que Kadima va organiser, personne ne peut le battre. C'est comme ça que ce qu'il faut faire, c'est quoi? Créons les blocs patriotiques, étalons notre ligne de contestation pour qu'on ait un discours. Allez, on va terminer cette émission, cher Célie Kanangila, avec un mot sur Congo Hold Up. Vous pensez que Kabila, c'est le voleur qu'on est en train de peindre dans ces rapports-là? Non, sur cette affaire des Congo Hold Up, notre parti a décidé de ne pas aller dans un sens tout comme dans un autre. Pourquoi? Parce que il y a des noms, je vais des raisons. La première raison, c'est qu'il y a des noms qui ont été cités. Mais il n'est pas dit que ce qui est dit par Congo Hold Up est une parole de l'évangile, que quand Congo Hold Up nous dit que tel a volé, forcément il a volé. Non. C'est comme ça que nous on s'est dit, bon, il y a les noms qui ont été cités. Nous attendons que la justice fasse son travail. Si elle peut auditionner certaines personnes, en ce moment-là, nous allons donner notre point de vue. À ce stade, nous constatons qu'il y a 2 médias qui se sont mis en place pour produire leurs enquêtes. Nous n'avons pas un message à donner. La deuxième position ici, c'est connaissant la position, le rôle, le véritable rôle que joue le média européen, le média français particulièrement. Moi, c'est mon point de vue. J'ai toujours l'impression que ces médias constituent un instrument au service des autorités françaises pour régler les comptes à certains États ou à certaines personnalités à travers le monde. La preuve, c'est que quand vous allez dans d'autres pays au monde, les médias dépendent du ministère de la Communication. En France, ça dépend du ministère des Affaires étrangères. En principe, c'est un instrument au service du ministère des Affaires étrangères. Et donc, moi, je ne peux pas me prononcer dans un sens tout comme dans un autre. Je dirais un mot lorsque le procureur aura fait son travail et qu'il nous aura présenté effectivement les gens qui nous sont présentés dans ce rapport comme étant des détourneurs. Mais déjà, quand vous regardez le travail qui avait déjà abattu par Alinguete, un travail impeccable, je pense que c'était pour nous suffisant. Pour le reste, nous n'avons pas de position à donner, nous ne l'exprimons pas non plus. Allez, c'est les Kanangila. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Sepel. Merci de m'avoir beaucoup taquiné aujourd'hui. Revenez quand vous voulez, c'est chez vous aussi. Allez. Je suis très Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Au revoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.